Pékin n'a pas prononcé de discours enflammé, ni lancé de menaces publiques. La riposte est venue de manière silencieuse, calculée et dévastatrice. La Chine a annulé toutes les commandes restantes de Boeing et transféré des milliards de dollars vers Airbus, son grand rival européen. L'annonce a coïncidé avec un moment où Trump cherchait à montrer au public des signes de réconciliation avec Xi Jinping, tentant de reconstruire des ponts après des années de chocs tarifaires. Mais tandis que les flashs illuminaient des sourires lors des sommets diplomatiques, la réalité était tout autre. Pékin avait déjà décidé de tourner la page et d'abandonner le symbole le plus important de l'industrie aérospatiale américaine. L'accord est gigantesque. Jusqu'à 500 nouveaux avions pour des compagnies chinoises, avec une valeur estimée qui pourrait dépasser 50 milliards de dollars. Un achat massif qui ne garantit pas seulement des décennies de contrats pour Airbus, mais qui signale aussi au monde entier que l'Europe sera, désormais, le partenaire privilégié de Pékin dans l'aviation civile. Pour Boeing, c'est un coup historique. L'entreprise, qui envoyait encore 25% de ses livraisons mondiales vers la Chine en 2017, se retrouve désormais pratiquement exclue du plus grand marché aéronautique de la planète. Et ce n'est pas seulement une question de business. Cette décision porte un poids politique calculé. La Chine n'a pas oublié les droits de douane allant jusqu'à 145% imposés durant la guerre commerciale, ni les années où Washington a cherché à asphyxier son économie. En choisissant Airbus, Pékin a transformé le secteur aérien en scène de représailles stratégiques. Pas besoin de discours agressifs, ni de sanctions spectaculaires. Il a suffi de signer avec le rival de Boeing pour envoyer un message clair. Désormais, Washington n'est plus seul à dicter les règles du commerce mondial. Les effets sur Boeing sont profonds. Après les crashs meurtriers du 737 MAX et les difficultés chroniques dans sa chaîne d'approvisionnement, la confiance de Pékin dans l'entreprise s'était déjà érodée. En 2023, un seul avion a été livré à la Chine. Contraste brutal avec les près de 200 appareils 6 ans plus tôt. L'effondrement a été rapide et semble désormais irréversible. Pendant ce temps, Airbus compte déjà plus de 1100 appareils en service en Chine et dispose d'un carnet de commandes dépassant 500 nouvelles unités. La comparaison ne laisse aucun doute. C'est une défaite écrasante. Les conséquences vont bien au-delà des murs de Boeing. Chaque contrat perdu signifie moins de travail dans les usines américaines, moins de postes dans les ateliers du Kansas ou de Caroline du Sud, moins de commandes pour les fournisseurs de trains d'atterrissage ou de systèmes de cabine. L'impact se propage en ondes. Des milliers d'emplois directs et indirects sont menacés, tandis que des villes entières qui dépendaient de Boeing se préparent à des temps d'incertitude. Le symbole de la puissance industrielle américaine ne vit plus qu'au rythme de coupes budgétaires et d'ajustements de production. Pour Airbus, en revanche, la nouvelle a fait figure de consécration. Son action a bondi de près de 6% après l'annonce, traduisant la perception que ce contrat est autant géopolitique que commercial. Car il ne s'agit pas seulement de vendre des avions, mais bien d'occuper un espace stratégique que les États-Unis sont en train de perdre. Et l'enjeu est colossal. Le marché chinois devrait nécessiter plus de 8000 nouveaux avions d'ici 2040, pour une valeur dépassant 1000 milliards de dollars. Si Boeing reste exclu, cette manne alimentera des emplois, de l'innovation et des usines européennes, pas américaines. Mais l'impact ne se limite pas à l'aéronautique. D'autres géants américains observent la scène avec inquiétude. Si Boeing, avec des décennies de présence solide en Chine, a pu être écarté aussi brutalement, qu'est-ce qui garantit qu'Apple, Tesla, Ford ou GM ne seront pas les prochains? Pékin possède de nombreux leviers discrets pour mettre la pression. Retarder des licences, augmenter des taxes locales ou orienter subtilement les consommateurs vers des marques européennes ou asiatiques. Pour des entreprises qui tirent jusqu'à 20% de leurs revenus globaux du marché chinois, comme Tesla, une telle manœuvre pourrait être catastrophique. Ce qui émerge de cet épisode est un signal retentissant. Les États-Unis n'ont plus la même capacité d'imposer leurs règles. Le pays qui, durant des décennies, symbolisait l'innovation et dominait les chaînes de production mondiales, voit désormais ses usines s'arrêter et ses promesses de ramener les emplois se réduire à de simples slogans. Pendant ce temps, la Chine construit des ponts solides avec l'Europe, distribue des contrats colossaux et réduit toujours davantage sa dépendance à Washington. La géopolitique a changé de cap. Pékin ne se contente pas de diversifier ses fournisseurs. Il redessine l'ordre économique du XXIe siècle. Le choc pour Washington est double et profond. D'abord par son effet symbolique, Boeing, fierté de l'industrie américaine, a été mise de côté sans hésitation.
comme si des décennies de partenariat n'avaient aucune valeur. Cette décision ébranle directement l'image des États-Unis comme puissance industrielle et technologique. Ensuite, par son effet structurel, des usines entières, qui vivaient de ces contrats, doivent déjà faire face à des coupes, des suppressions d'horaires et des annulations en chaîne. Pour les milliers d'ouvriers qui assemblent des fuselages, soudant des structures ou testent des moteurs dans les hangars du Kansas et de Caroline du Sud, la géopolitique n'est plus une question abstraite. C'est une menace tangible qui pèse sur leur avenir. Et la frustration monte, silencieuse, mais visible. Comment les États-Unis peuvent-ils promettre un leadership mondial s'ils ne sont même pas capables de protéger les emplois de leur propre communauté? Et il y a une dimension encore plus alarmante. Ce mouvement n'est pas un épisode isolé. Il s'inscrit dans une tendance de long terme déjà en cours. En retirant capitaux, investissements et confiance des États-Unis, la Chine ne se contente pas de reconfigurer ses flux économiques. Elle envoie un signal calculé au monde entier. Elle n'est plus disposée à rester prisonnière du système bâti par Washington. Le message traverse les frontières, résonnant de Wall Street à Seattle, de Détroit à Houston. Ce qui paraissait solide, l'ordre économique établi après-guerre, avec les États-Unis au centre, commence à montrer des fissures visibles. L'avenir, de plus en plus, passe par de nouveaux pôles de puissance, où Pékin prend la tête, accompagné de partenaires stratégiques en Europe et dans le Sud global. Alors que Boeing tente de se relever, d'autres géants corporatifs américains commencent à frissonner. Ce qui semblait n'être qu'un revers sectoriel pourrait en réalité annoncer une vague dévastatrice. La prise de conscience que la Chine est prête à utiliser sa position de marché comme arme de représailles révèle qu'il est extrêmement coûteux de sous-estimer Pékin, bien plus coûteux que ce qu'avaient imaginé dirigeants d'entreprises ou membres du Congrès. Pendant des années, responsables politiques et patrons ont répété un mantra commode. Les emplois reviendront au pays. C'était une narration parfaite pour les campagnes électorales, avec drapeaux flottants, ouvriers souriants dans les spots publicitaires et gros titres vantant une renaissance industrielle. Mais, lorsque les caméras s'éteignent, la réalité prend un tout autre visage. En pratique, la plupart des usines ne sont jamais revenues. Certaines n'ont même jamais officiellement quitté le pays, mais fonctionnent à une échelle minimale, davantage pour la statistique politique que pour un impact économique réel. Et, dans la majorité des cas, c'est l'inverse qui s'est produit. Les multinationales ont profité du temps et du discours pour étendre discrètement leurs opérations dans des pays à bas salaire comme la Chine, l'Inde, le Vietnam ou le Mexique. La raison ne nécessite pas de grandes théories. La mathématique parle d'elle-même. Un travailleur de l'industrie américaine coûte en moyenne près de 6 000 $ par mois, sans compter les lourdes charges liées à la santé, aux assurances et aux avantages syndicaux. En Chine, ce coût tombe autour de 1 100 $. Au Vietnam, il s'effondre à environ 400 $. Selon le secteur, produire aux États-Unis peut coûter de 6 à 10 fois plus cher que de maintenir la production à l'étranger. Comment rivaliser avec un tel écart? Et les salaires ne sont que la première couche du problème. Aux États-Unis, les fabricants doivent affronter une jungle de réglementations environnementales, de normes de sécurité et de coûts énergétiques et fonciers élevés. L'obtention d'un permis peut prendre des mois. En Chine, à l'inverse, les autorités locales offrent des subventions directes pour l'électricité, les terrains et les matières premières. Il existe des zones industrielles entières financées par l'État, prêtes à accueillir immédiatement la production. À cela s'ajoute une logistique incomparable. Dans des villes comme Shenzhen, la chaîne d'approvisionnement est si intégrée qu'un produit peut être conçu, fabriqué et expédié en quelques jours. Aux États-Unis, les fournisseurs étant dispersés dans plusieurs États, les retards s'accumulent et les coûts explosent. Les exemples abondent. En 2012, Apple avait promis de fabriquer des Macs sur le sol américain, mais le projet fut symbolique et temporaire. Les iPhones, iPads et MacBooks sont restés solidement produits à l'étranger. Aujourd'hui, les milliards de la firme s'investissent en Inde, non pas dans des usines américaines. Ford et GM continuent d'acheter des composants essentiels en Chine. Des marques emblématiques comme Nike et Levi's opèrent massivement au Bangladesh et au Cambodge. Ces entreprises ne mentent pas, elles gèrent simplement la communication. Le message du « reshoring » est une arme de propagande efficace, mais le poids de la réalité économique l'emporte toujours. En théorie, Washington aurait dû créer des mécanismes capables de modifier cette équation. L'American Competitiveness Act avait été présenté comme un tournant historique. L'idée initiale était claire et ferme.
Seules les entreprises investissant réellement dans des usines aux États-Unis recevraient un soutien public. Mais, au moment de son adoption, les exigences avaient été tellement diluées qu'elles en devinrent méconnaissables. Aujourd'hui, une multinationale peut ouvrir une usine au Vietnam ou au Mexique, et tout de même bénéficier d'exonérations fiscales et de subventions généreuses financées par le contribuable américain. En pratique, la loi s'est transformée en feu vert pour poursuivre la délocalisation. Les résultats apparaissent dans les chiffres. Malgré des droits de douane plus élevés, des programmes de soutien généreux et des bénéfices records pour les entreprises, le mouvement de reshoring ralentit. Selon la Reshoring Initiative, le nombre de nouveaux emplois industriels annoncés aux États-Unis au début de 2025 a chuté de près de 30% par rapport à la même période de 2023. Ces décisions ne se prennent pas en secret. Les législateurs connaissent les conséquences, mais continuent à soutenir des politiques qui facilitent, plutôt qu'entravent, la fuite des usines. La question résonne. Y a-t-il jamais eu une réelle intention de reconstruire la base industrielle américaine, ou n'a-t-on assisté qu'à une mise en scène politique destinée à capter les votes, tandis que le capital continuait à s'enfuir à l'étranger? Et, tandis que le discours se détache de la réalité, ce sont les travailleurs américains qui se retrouvent avec les miettes. Ce sont eux qui voient leurs horaires réduits, leurs salaires comprimés, et des communautés entières perdre leur vitalité économique. La promesse de ramener les emplois se transforme en frustration lorsqu'elle se heurte à un système qui récompense exactement l'inverse. Voilà la plaie qui s'ouvre aujourd'hui. L'écart entre la rhétorique d'une renaissance industrielle et la vérité d'un pays de plus en plus dépendant des usines étrangères. À l'autre bout du monde, la Chine se préparait à ce moment depuis des années. L'époque où son économie vivait des exportations vers les États-Unis est en train de disparaître. En 2025, seulement 2 à 3% des revenus totaux des entreprises cotées à la bourse chinoise proviennent du marché américain. Un détail, plus un pilier. Pékin a diversifié ses partenaires commerciaux, renforçant ses liens avec l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Elle a massivement investi dans ses propres technologies, consolidé des secteurs stratégiques et bâti un marché intérieur robuste. Le résultat, un pays qui n'a plus besoin du consommateur américain pour soutenir sa croissance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En avril 2025, les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 21% par rapport à l'année précédente. Les projections indiquent qu'à la fin de l'année, la baisse pourrait atteindre 77%. Ce n'est pas un ralentissement, c'est un effondrement. Mais, contrairement à ce que l'on aurait pu croire, la Chine n'a pas paniqué. Au contraire, elle s'est ajustée avec rapidité. Plus de 65% du PIB chinois provient désormais de la consommation intérieure, portée par une classe moyenne en expansion, des revenus en hausse et des politiques de soutien actives du gouvernement. En parallèle, les entreprises chinoises avancent dans le sud global, conquérant des marchés où la demande croît et où les résistances politiques sont moindres. Et tandis que Pékin s'éloigne définitivement du modèle de dépendance du passé, les États-Unis découvrent ce que signifie perdre l'avantage. Les droits de douane cessent d'avoir un impact lorsque l'autre partie n'a plus besoin de vous vendre. Les menaces de guerre commerciale sonnent creux lorsque votre rival a déjà construit des alternatives suffisantes pour ne pas s'en inquiéter. Dans ce nouveau scénario, les exportateurs américains affrontent une tempête. Commandes en baisse, incertitudes en hausse et une dépendance croissante envers un marché qui ne les priorise plus. Le paradoxe est cruel. La Chine n'a plus besoin des États-Unis, mais les États-Unis ont encore désespérément besoin de la Chine. Ce déséquilibre met à nu des fissures toujours plus visibles dans les fondations de l'économie américaine. Pour les entreprises de technologie, d'agriculture et de production manufacturière, le risque s'aggrave. Chaque mesure de rétorsion, chaque contrat détourné, chaque consommateur qui choisit un concurrent européen ou asiatique approfondit la vulnérabilité américaine. Et, sous les yeux du monde, une question inévitable se pose. Que se passe-t-il lorsque votre plus grand rival n'a plus besoin de vous, mais que vous avez encore un besoin vital de lui? La scène actuelle ressemble à une partie d'échecs où les États-Unis ont cru que l'échiquier resterait figé. Mais tandis qu'à Washington on répétait des discours sur l'emploi, la compétitivité et le leadership, Pékin réorganisait ses pièces avec une patience stratégique. Aujourd'hui, l'échec est visible. Des usines à l'arrêt sur le sol américain, des entreprises exposées et une dépendance qui ne trouve plus de réciprocité. La question n'est plus seulement de savoir si les États-Unis réussiront à réagir,
mais s'ils auront encore le temps de s'adapter avant que l'échiquier ne soit complètement redessiné. Car, dans le nouvel ordre qui se dessine, il ne suffit plus de promettre. Il faut prouver que l'on a encore une place dans la partie. Si vous avez aimé notre contenu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité géopolitique. À très bientôt dans une nouvelle vidéo d'Arbren.